Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Un accès sélectif sera mis en place. C'est par ces quelques mots que le Conseil fédéral annonce qu'il faudra une attestation pour accéder à certaines manifestations. Le scénario de sortie de crise cet été passera par la vaccination massive et par l'instauration d'un certificat sanitaire. C'est un important débat éthique qui s'ouvre. On en parle avec l'éthicien et médecin Bertrand Kieffer. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, docteur Kieffer. Les éoliennes s'élèveront bientôt sur les crêtes du Jura vaudois. Le tribunal fédéral rejette l'essentiel des oppositions au projet de Sainte-Croix. Il incarne ce projet le dilemme de l'écologie moderne entre protection du paysage et production d'énergie renouvelable. L'Amérique veut y voir un tournant dans la lutte contre le racisme. Le policier qui a tué George Floyd en l'étouffant sous son genou a été condamné pour meurtre. Nous appellerons notre correspondant Gaspard Kuhn aux États-Unis. Nous partirons sur les 2 points de tension militaire entre l'Occident et les régimes autoritaires. En Ukraine d'abord, où la Russie masse ses chars et ses soldats à la frontière. Et simultanément, à Taïwan, la Chine qui augmente massivement la pression militaire. Nous terminerons plus sereinement à la fondation Bayeler à Bâle. Elle est envahie par les eaux d'un étang. C'est l'installation révolutionnaire de l'artiste et militant climatique Olafur Eliasson. Il n'y aura pas d'ouverture supplémentaire avant le 26 mai au moins, annonce le Conseil fédéral. Mais il précise aujourd'hui le scénario de sortie de la crise cet été. Cela passera par la vaccination massive et l'introduction d'une attestation ou passeport sanitaire dès le mois de juin. Céline Brichet. Un seul conseiller fédéral aujourd'hui venu avec un seul objectif. De montrer à quoi pourraient ressembler les prochains mois, de donner aussi des perspectives. Pour ça, un modèle en 3 phases basé principalement sur la propension de la population à se faire vacciner. D'abord, la phase dite de protection, jusqu'à ce que toutes les personnes vulnérables qui le souhaitent soient complètement vaccinées. Des mesures strictes restent nécessaires. C'est la phase actuelle qui pourrait durer jusqu'à la fin mai. Suivra la phase de stabilisation, jusqu'à ce que tous les adultes qui le souhaitent soient complètement vaccinés. En fonction de la situation sanitaire, des assouplissements seront envisageables dans les lieux présentant un risque élevé de transmission, comme les bars et boîtes de nuit entre autres, mais aussi les grandes manifestations. Un accès sélectif pour les personnes vaccinées, testées ou guéries sera aussi mis en place. Cette phase pourrait s'étendre jusqu'à fin juillet. Commencerait alors la phase de normalisation et la levée des mesures. Les limites de capacité et le port du masque notamment seraient progressivement supprimées. Beaucoup reposent donc sur la vaccination qui reste toujours volontaire, mais jamais les appels ne se sont faits aussi pressants. On ne peut pas garder toute une série de mesures restrictives parce que certains ne veulent pas se faire vacciner. Ça ne va pas pour le Conseil fédéral. On peut choisir de se faire vacciner ou pas, mais avec cet appel, s'il vous plaît, prenez une décision. Aidez-nous pas seulement de manière individuelle, mais pour la société. C'est aussi un acte de solidarité. Un modèle actuellement en consultation. De nouveaux assouplissements ne seront pas discutés avant le 12 mai. Bonsoir Bertrand Kieffer. Vous êtes éthicien et médecin. Alors on y arrive concrètement, ce fameux certificat sanitaire pour le mois de juin. On voit ces mots du Conseil fédéral, un accès sélectif à certains lieux en faveur des personnes vaccinées, testées, donc testées négatives, ou alors guéries. C'est un débat éthique qui commence là. Oui, bon, il a déjà commencé, mais c'est un débat plus qu'éthique, je dirais. C'est vraiment un débat de société, c'est un débat démocratique. On aimerait bien d'ailleurs que la Suisse, qui est toujours en avance, qui se dit en avance dans la démocratie, on fasse un vrai débat démocratique. Il y a un peu une compétition de liberté entre ceux qui revendiquent la liberté de ne pas se vacciner et ceux qui sont vaccinés ou qui ont fait la maladie, qui sont immunisés et qui ont eux, la liberté aussi d'enlever les restrictions qu'on met à leur vie, enfin, qui demandent cette liberté. C'est pas simple à résoudre, il n'y a pas de façon bien claire. Mais on voit que tous les pays s'y rendent, enfin, avancent vers une forme ou l'autre de ce certificat. Le Conseil fédéral semble faire une distinction entre les établissements privés et publics. On dit, vu que c'est privé, on pourra interdire aux gens qui ne sont pas vaccinés. Mais oui. C'est plus compliqué que ça, parce que même un service privé, on peut estimer qu'il doit être donné à tout le monde. Oui, et c'est là aussi il faudra qu'il y ait débat. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tout ce qui est service public en général et tout ce qui est bien essentiel, aller dans un grand magasin, prendre le train ou le bus, tout ça, il n'y aura pas besoin de certificat. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu plus aux marges, même
Même les restaurants, si un restaurant souhaite avoir ces certificats, ou même des cafétérias. Après, il y a toute la question de l'emploi. Enfin, il y a énormément de questions les unes derrière les autres. Et puis, il y a les autres pays. C'est-à-dire que si on va vouloir voyager, il est à peu près certain maintenant que les pays européens, par exemple, demanderont un certificat. C'est vrai qu'on se souvient aux États-Unis ces cas de restaurateurs ou de boulangers qui ne voulaient pas servir certaines personnes parce qu'elles n'étaient pas sur la même opinion idéologique. Ça va à la Cour suprême. On n'a pas tellement ce débat en Suisse. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même un cloisonnement entre ceux, d'abord, il y a tous les coronasceptiques, tous les vaccinosceptiques, il y a toutes sortes quand même de petites communautés, mais on doit justement essayer de se construire en tant que communauté, et c'est très important de se respecter, mais on doit aussi respecter la liberté de ceux qui sont vaccinés et qui ne voient plus la raison. Et puis aussi, quand même, on doit faire valoir la science, la réalité, et c'est pas si mal qu'il y ait un certain incitatif pour la population à se faire vacciner. Zététicien Bertrand Kiefer, quand Alain Berset dit il faut être solidaire, c'est la solidarité de se vacciner, en creux on peut dire c'est égoïste de ne pas se vacciner. C'est très délicat d'utiliser ces concepts. Oui, c'est vrai. La solidarité, c'est une grande valeur, mais on est bien obligé de dire que c'est une solidarité, parce que maintenant on commence vraiment à avoir un bon savoir sur le fait que si on est vacciné, on ne transmet plus le virus, ou disons on le transmet très peu. Et c'est quelque chose de très important qui en fait tout d'un coup un geste solidaire. Et on a le droit, et j'aime bien quand même que le gouvernement brandisse cet argument en disant on ne peut pas faire société sans un esprit de solidarité. Merci beaucoup Bertrand Kiefer. Merci. Et on a compris, la vaccination massive est la clé du scénario d'un retour à la normale en Suisse, mais les femmes enceintes en particulier manquent souvent d'informations à ce sujet. Si la France recommande la vaccination des femmes enceintes, en Suisse, les recommandations sont beaucoup plus floues. Pierre Abran et Fanny Moy. Les premières échographies glissées dans son album de grossesse, Natacha Siciliana est enceinte de son deuxième enfant. Mais à cause de la situation sanitaire, cette grossesse n'a rien à voir avec la première. Sa gynécologue lui a parlé de la vaccination contre le Covid, mais elle se sent un peu perdue face à l'absence de recommandations claires pour les femmes enceintes. On se pose beaucoup plus de questions que d'habitude, on pense beaucoup plus à l'être qui est en train de grandir en soi qu'à nous-mêmes. Alors en plus se rajoute le coronavirus et le fait de décider si oui ou non on doit se faire vacciner. Et en plus de ça, on assume les conséquences, si conséquences il y a. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment une décision compliquée à prendre. En France, Natacha serait prioritaire pour se faire vacciner. Depuis le début du mois, les autorités sanitaires françaises recommandent la vaccination à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Mais qu'en est-il en Suisse ? Nous avons posé la question cet après-midi à la conférence de presse du Conseil fédéral. Il n'y a aucune recommandation généralisée pour se faire vacciner, mais la décision peut être prise au cas par cas, après une discussion avec le gynécologue qui suit la grossesse. Être à l'écoute et informer, c'est ce qu'essayent de faire les médecins de l'hôpital de la Tour. Cette patiente accouche dans moins d'un mois, mais elle ne sait toujours pas si elle peut se faire vacciner pendant l'allaitement. J'ai eu le Covid au mois d'octobre 2020. Ça s'est bien passé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'au mois de janvier déjà, je n'avais plus d'anticorps. Et donc, ça a été toute une période assez difficile à gérer en termes d'angoisse et d'inquiétude sur que faire et comment agir. Les spécialistes en médecine maternelle se veulent rassurants. Il y a de plus en plus de données sur la sécurité du vaccin et sur ses bénéfices pour la mère et le bébé. La vaccination pendant la grossesse, ce n'est pas du tout quelque chose de neuf, ce n'est pas du tout quelque chose d'expérimental. C'est aussi dans ce sens-là que très rapidement, les experts se sont positionnés en faveur de ne pas refuser la vaccination à une femme enceinte qui la souhaite. Mais en l'absence de recommandations en Suisse, difficile pour ces femmes de prendre une décision. Les éoliennes devraient s'élever bientôt au-dessus des crêtes du Jura vaudois. Le tribunal fédéral a donné son accord au parc éolien de Sainte-Croix. Un jugement important dans le débat qui divise les protecteurs du paysage et les partisans des énergies renouvelables. Claude Olivier Velu et Sergio Villarmanzo. C'est ici, sur les hauteurs de Sainte-Croix, que devrait être construit le premier parc éolien vaudois. Le tribunal fédéral vient de donner un feu vert au projet en rejetant l'essentiel des recours. La Cour souligne le fait que la loi sur l'énergie estime depuis 2018 que l'éolien revêt un intérêt national. Cet opposant refuse pourtant de parler de camouflet.
Un camouflet, ce serait si on avait été convaincu qu'on allait gagner. Mais je dois dire qu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui nous rendaient assez prudents quant à la future décision du TF. Cela fait effectivement 20 ans que ce projet est incertain. En 1998, le syndic de l'époque le disait pourtant porteur d'espoir. C'est d'abord un projet qui donne une image positive de la région. Sainte-Croix, une commune dans le vent. Le projet est rejeté en votation par la population locale un an plus tard, en 1999. 2010, nouvelle mouture avec l'appui d'un gros investisseur, la Romande Énergie. La population locale l'accepte, toujours en votation 2 ans plus tard, en 2012. Mais le combat se poursuit en justice, avec au final la victoire du Conseil d'État qui veut développer les énergies renouvelables. Tout ce temps passé à cette procédure nous amène à une décision qui a fait la balance de l'ensemble des intérêts. Pour avoir un arrêt qui dit oui à la production d'énergie renouvelable, mais qui donne quand même, disons, des mesures nécessaires pour la protection aussi de l'avifaune. Mais la saga est-elle vraiment terminée? Cet opposant promet que non. Si on laisse faire, le parc va se construire, en clair. Mais on ne va pas laisser faire. Les opposants ont lancé fin 2020 une initiative populaire à Sainte-Croix pour demander un moratoire sur l'éolien. Un énième épisode dans la saga ou un barreau d'honneur, l'avenir le dira. Cette autre décision judiciaire très attendue à Genève, la Cour constitutionnelle désavoue le Grand Conseil qui avait voté une loi anti-5G. Selon les juges, il s'agit d'une compétence fédérale et les cantons ne sauraient légiférer dans ce domaine. En conséquence, les moratoires cantonaux sur la 5G ne reposeraient sur aucune base légale. Bonsoir Anthony Hodgers. Bonsoir. Conseiller d'État à Genève, le moratoire genevois sur la 5G semble ne plus avoir de base légale. Qu'est-ce que vous allez faire ? On l'avait dit, on l'avait dit que ce barreau d'honneur des cantons était sans base légale, puisque c'est au niveau fédéral que se décident ces questions-là. Nous l'avons quand même fait pour thématiser. Je crois qu'on a beaucoup parlé de la 5G. Nous allons voir maintenant, prendre connaissance de cet arrêt, mais il faut être honnête avec les citoyennes et citoyens. Les cantons n'ont dans le fond pas de compétences pour interdire définitivement cette technologie. Alors, il y a à nouveau ce débat entre utilité publique, on l'a vu avec l'arrêt du TF concernant les éoliennes, et puis protection du paysage, parfois de la santé. Comment vous vous positionnez ? Par exemple, Sainte-Croix, les éoliennes, c'est un peu le joli contre l'utile énergétiquement. Oui, et je crois que de plus en plus, on aura ce débat-là par rapport à la transition énergétique qui est voulue. On le voit aujourd'hui, il y a quand même une maturité politique, une nécessité d'aller vers cette société neutre en carbone. Mais en même temps, cette ambition collective, elle implique de changer notre territoire. Ici, on parle des éoliennes dans le Jura, mais on peut parler aussi des barrages qui ont un impact sur la nature. On peut parler aussi de la rénovation énergétique des bâtiments, la pose de panneaux solaires qui peuvent amoindrir la qualité esthétique ou patrimoniale des bâtiments. Et donc, on a ces zones de tension entre des valeurs qui sont toutes pertinentes et légitimes. Et donc, c'est le propre du politique d'arriver à un arbitrage et d'avoir finalement cette capacité du dialogue pour dire, là, oui, on peut mettre des éoliennes, mais là, non, parce que l'impact sur le paysage serait trop fort. Je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue. Certains ne veulent pas absolue. choisir. Est-ce que dans votre camp, par exemple, des gens sont trop purs, au fond, ils ne veulent pas choisir on ne veut pas d'éoliennes, on veut un beau paysage quand même. Disons que sur la question du paysage, des énergies renouvelables, du patrimoine, c'est effectivement des sujets qui, pour les Verts, sont tous importants. Donc, c'est plus facile de dire je préfère les énergies renouvelables à une grosse voiture polluante, par exemple. Vous voyez, là, il y a des choix qui sont plus faciles que d'autres. Ici, on le voit bien que sur les questions des infrastructures, des énergies renouvelables, il y a à chaque fois un impact sur la nature. Et on aime tout autant la nature. Donc, c'est dur, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur, d'autant plus que je trouve qu'en Suisse, d'une manière générale, on est sur des débats de plus en plus émotionnels, aussi plus segmentés, où je défends ce qui est devant chez moi, ce que je vois, et puis finalement, l'aspect plus global, j'en ai pas vraiment conscience. Or, le rôle du politique, c'est de donner un projet global et cohérent, et je pense que c'est aussi à ça que servent les élus. Vous l'entendez aussi dans la densification de la ville à Genève, on veut densifier parce que c'est écologique, mais en même temps, on veut garder les petites villas avec leurs petits arbres parce que c'est... Exactement, Genève est un bon exemple, c'est que nous avons 150 000 personnes qui travaillent à Genève, mais qui n'y habitent pas. La zone villa, c'est 50% de l'espace bâti, mais pour 10% de la population. Donc, dès qu'on veut un peu grignoter et donc avoir un peu de densification, on refuse. Et en même temps, après, on se plaint des pendulaires qui viennent de plus loin. Vous savez, au XVIIe siècle, Bossuet disait déjà « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences tout en chérissant les causes ».
on est toujours là-dedans. Merci de citer Bossuet, Antonio Hodgers. Une excellente soirée. Les CFF annoncent une importante commande, la deuxième de leur histoire. Ils achètent 60 trains du fabricant suisse Stadler Rail pour 1,3 milliard de francs. Ces trains à 2 étages peuvent accueillir près de 500 passagers. L'histoire se souviendra de ce moment, a déclaré la vice-présidente américaine Kamala Harris. Elle saluait le verdict contre le policier qui avait tué George Floyd en l'étouffant sous son genou. Il est reconnu coupable de meurtre et l'Amérique espère vivre un tournant dans la lutte contre le racisme et les violences policières. Laurent Bourcalter. Le recueil jusque dans la nuit, à l'endroit où George Floyd est mort étouffé par un policier blanc il y a près d'1 an. Le calme, après des mois d'indignation planétaire et 3 semaines de procès sous haute tension. Quelques instants plus tôt, le juge mettait fin au suspense. Nous, les membres du jury, trouvons l'accusé coupable du premier chef d'inculpation, meurtre au 2e degré. Coupable des 3 chefs d'inculpation, l'ex-agent Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison pour la mort de George Floyd. À Minneapolis, c'est le soulagement. Oh mon Dieu, nous pouvons respirer. Enfin, nous pouvons respirer. Dans un pays habitué aux acquittements des policiers blancs, l'émotion est vive. Ce procès n'est pas la fin, mais le début du processus qui doit avoir lieu. Je suis si fière que le Minnesota ait dit assez, assez. Et pour la famille du défunt, c'est une étape importante vers une forme de résolution. Je me sens soulagé aujourd'hui d'avoir enfin la possibilité de pouvoir dormir à nouveau. Enfin, espérons-le. J'ai dit que j'avais la foi qu'il serait condamné. Un verdict qui résonne jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir. Aujourd'hui, nous ressentons un certain soulagement. Pourtant, cela ne peut pas enlever la douleur. Une mesure de justice n'est pas la même chose qu'une justice égale. Réformer un système miné par le racisme, tel est maintenant le défi. Le ministère de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête sur les pratiques des forces de l'ordre de Minneapolis. Gaspard Kuhn, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Les dernières heures avant le verdict étaient très tendues aux États-Unis. C'est tout de même le soulagement général qui règne aujourd'hui. Oui, évidemment, soulagement de la famille Floyd, mais soulagement aussi d'une grande partie des Américains qui avaient été choqués par les images de cette arrestation l'an dernier, et puis soulagement des autorités qui craignaient des débordements en cas de verdict contraire. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce procès? Sans doute la force de la vidéo. Chacun dispose aujourd'hui d'un téléphone dans la poche et peut filmer les interpellations de la police. Et puis, ce qui a aussi probablement fait la différence, c'est la mobilisation générale. On a senti que le procureur avait beaucoup de moyens pour enquêter dans cette affaire. Et puis, ce qui a aussi fait la différence, probablement, ça a été l'attitude de la police elle-même qui s'est désolidarisée de Derek Chauvin. Ça a aussi probablement pesé sur les jurés. La plupart du temps, la police, justement, reste solidaire des policiers dans ce genre d'affaires. Gaspard, il en faudra plus que ce verdict pour faire changer les choses en profondeur aux États-Unis? On sent une volonté politique très forte de l'administration Biden. C'était déjà une promesse de campagne l'an dernier. Mais c'est sûr que cette volonté de Washington va se heurter à la réalité du terrain. La police, elle est organisée au niveau des villes. Vous pouvez décider des choses à Washington, mais il faut ensuite les mettre en place au niveau local. Et là, les syndicats de police sont extrêmement forts. Et puis, il faudra aussi réformer les individus, l'attitude des policiers eux-mêmes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un problème de formation de la police ici aux États-Unis. Il y a un problème aussi de recruter dans ces quartiers, dans ces communautés qui sont ensuite desservies par la police. Vous savez, le mouvement Black Lives Matter, il a été créé sous Barack Obama. On se retrouve plusieurs années après avec relativement peu de progrès. Alors, est-ce que cette décision en justice va faire jurisprudence? C'est encore une question ouverte. On pourra seulement le mesurer dans quelques années. Merci beaucoup, Gaspard. Malgré de vives tensions bilatérales, la Chine et les États-Unis semblent décidés à collaborer sur le climat, en tout cas. Après la visite samedi de l'émissaire américain John Kerry à Shanghai, le président chinois Xi Jinping a annoncé aujourd'hui sa participation au sommet virtuel organisé par Joe Biden ces 2 prochains jours. Le climat, c'est surtout une lueur d'espoir dans une relation qui se rapproche de plus en plus d'une forme de guerre froide entre les 2 superpuissances. Comme Donald Trump avant lui, Joe Biden considère la Chine comme son principal adversaire stratégique et les foyers de tension sont nombreux. Steven Mossa. Ils sont à la tête des 2 plus grandes puissances mondiales.
Et entre eux, les sujets de friction sont multiples. Premier objet de tension, les relations commerciales. Pékin et Washington sont des partenaires économiques étroitement liés, mais aussi des adversaires, avec du côté américain la peur d'être doublés au sommet de l'ordre mondial. Sous la présidence Trump, les deux pays se sont livrés à une guerre commerciale, à coup de hausse de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de marchandises, avant de signer une trêve. Joe Biden l'assure, il ne sera pas plus tendre que son prédécesseur. Il y aura une compétition féroce, mais nous insisterons sur le fait que la Chine respecte le droit international, une concurrence, des pratiques et un commerce équitable. Deuxième objet de tension, les droits de l'homme et la démocratie. L'administration Biden compte réaffirmer le rôle mondial des États-Unis dans la défense des droits humains et de la démocratie, y compris en Chine, où il dénonce un génocide perpétré contre la minorité ouïghour, ainsi que les atteintes à l'autonomie et aux institutions démocratiques de Hong Kong. Côté chinois, pas question de rendre des comptes. Nous demandons instamment aux États-Unis de cesser de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Troisième objet de tension, Taïwan. Soutenue militairement par les États-Unis, l'île de Taïwan est vue par la Chine continentale comme faisant partie intégrante de son territoire, et c'est par excellence la région du monde où Pékin parade militairement. Antoine Silachi, on a vu les tensions politiques, il y a des tensions militaires qui augmentent aussi. Oui, et cette pression se voit très concrètement autour de l'île de Taïwan, dont Pékin demande le rattachement depuis 1949. On constate depuis plusieurs mois une nette augmentation des manœuvres militaires aux abords du territoire, notamment par des incursions d'avions à proximité de l'espace aérien taïwanais. On en a dénombré 380 en 2020, on en est déjà à plus de 270 depuis le début de l'année. L'autre point chaud, ce sont les revendications sur les eaux territoriales. Pékin revendique sa souveraineté sur près de 90% de la mer de Chine méridionale, un lieu évidemment stratégique, riche en matières premières. Conséquence, on assiste à une très forte militarisation de cet espace. Des dizaines d'îlots, de récifs ou d'atolls sont annexés puis aménagés en base. Regardez comment ce simple récif s'est transformé en quelques années. On y voit maintenant un port, une piste d'atterrissage et des installations évidemment militaires. Alors Antoine, est-ce qu'il y a de quoi remettre en cause l'hégémonie militaire des États-Unis ? Alors clairement, les États-Unis restent la première puissance militaire, mais les choses changent et elles changent très vite. Prenez l'exemple des forces navales. Eh bien, depuis la fin de l'année passée, la Chine possède plus de navires de guerre que les Américains. C'est un basculement historique. Alors, le nombre ne fait pas tout. Washington conserve notamment sa supériorité technologique, mais le rapport des forces n'est de loin plus aussi favorable aux Américains et la Chine n'hésite plus à le montrer. Merci beaucoup Antoine. La Chine qui fait monter la pression militaire à Taïwan, on l'a vu. Au même moment, la Russie masse des troupes à la frontière ukrainienne. Coordonnées ou non, ce sont les deux points de friction militaire entre les régimes autoritaires et ce qu'on appelle l'Occident. Le président russe a ignoré aujourd'hui les appels de son homologue ukrainien à une rencontre dans l'est de l'Ukraine. Olivier Kohler. Sur la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine, les incidents armés sont redevenus légion. Arpentant les tranchées du Donbass, le président ukrainien multiplie les visites de terrain, soutenant ses soldats, prêts à en découdre avec la Russie, appelant l'Occident à l'aide, tout en invitant aujourd'hui son homologue russe à dialoguer. Monsieur Poutine, je suis prêt à vous inviter et à vous rencontrer dans n'importe quelle partie du Donbass ukrainien où la guerre est en cours. Une invitation à laquelle le président russe n'a même pas fait allusion aujourd'hui à Moscou lors de son grand discours annuel à la nation. Mais Vladimir Poutine n'a pas manqué de prévenir l'Occident quant à la tentation de franchir des lignes rouges. Si quelqu'un prend nos bonnes intentions comme de l'indifférence ou de la faiblesse, il faut savoir que la réponse de la Russie sera asymétrique, rapide et très dure. L'Ukraine, une nouvelle fois au cœur des tensions entre la Russie et l'Occident, l'Union européenne ne cache plus son inquiétude quant à cette escalade diplomatique et militaire. Le renforcement de l'armée russe à la frontière ukrainienne est très préoccupant. Ce sont plus de 150 000 soldats russes qui se massent à la frontière ukrainienne et en Crimée.
Le risque d'une nouvelle escalade est évident. Né dans le sillage de la révolution ukrainienne en 2014, le conflit du Donbass a fait plus de 13 000 morts, redéfini les frontières de l'Ukraine, écartelé entre la Russie et l'Occident. En Russie, au moins 300 personnes ont été interpellées aujourd'hui en marge de manifestations dans une quarantaine de villes pour la libération d'Alexeï Navalny. Le principal opposant au Kremlin est emprisonné en grève de la faim depuis 3 semaines. À noter à Genève que le rapporteur de l'ONU contre la torture appelle à une évacuation médicale urgente d'Alexeï Navalny. La une du journal sportif espagnol Marca le résume de façon particulièrement éloquente. C'est la débâcle pour le projet de Super Ligue européenne de football. Ce devait être le championnat de prestige des plus puissants clubs de foot européens. Il aura survécu moins de 60 heures avant de s'effondrer sous la pression des fans. Le récit de Miguel Aquino. Ils étaient 12 géants avides de révolutionner le football en créant une ligue fermée. Ils ne sont plus que 2 ce soir, le Real Madrid et Barcelone, encore accrochés à ce projet mort-né. Et ce sont les clubs anglais qui ont fait capoter cette Super League hier soir, après avoir subi les affres de leur gouvernement, leur fédération et surtout leurs supporters. J'aimerais m'excuser auprès de tous les fans et supporters de Liverpool pour les maux que j'ai provoqués au cours des dernières 48 heures. Vous nous avez fait comprendre que nous ne pouvions pas continuer. Nous vous avons entendu, je vous ai entendu. Et je tiens à m'excuser auprès du coach Jürgen Klopp et des joueurs qui travaillent dur pour rendre fiers tous les fans. Manchester City a été le premier club à se retirer et son entraîneur a rappelé les principes d'un jeu basé sur les vertus de la méritocratie. Des équipes qui jouent tout le temps entre elles, non. Tu disputes une compétition parce que tu l'as méritée. Tu as été bon sur le terrain, alors tu as gagné le droit de la jouer. La presse européenne était unanime ce matin face au fiasco des puissants. Une Super League qui s'écroule lorsque les clubs s'inclinent devant les fans, relève notamment le Times. Un homme bombe discrètement le torse ce soir, c'est le président de l'UEFA. C'est admirable de reconnaître une erreur et ces clubs en ont commis une grande. Mais ils sont de retour au bercail et je sais qu'ils ont beaucoup à offrir, non seulement à nos compétitions, mais aussi au football européen. On se réjouit d'ores et déjà des prochaines retrouvailles entre les instances du football et les brebis égarées. On va maintenant littéralement plonger dans les eaux stagnantes de la spectaculaire exposition de la fondation Beyeler à Bâle. L'artiste scandinave Olafur Eliasson a abattu les murs du musée en quelque sorte pour le transformer en marécage. Une visite aquatique avec Fanny Zürcher. La fondation Beyeler, comme on ne l'a jamais vue, envahie par l'eau et les nénuphars. La grande baie vitrée de l'architecte Renzo Piano a été retirée, les nymphéas de Claude Monet décrochés des murs pour céder leur place au réel. Le parc et le musée ne font plus qu'un. Cette exposition, il ne faut rien savoir sur l'art. C'est très immédiat, c'est avec tous les sens, pas seulement notre sens visuel, mais aussi, comme vous pouvez entendre, avec les cloches acoustiques. Imprégnée d'uranine, un colorant non toxique, l'eau vert fluo rappelle les opérations d'activistes climatiques. À l'origine de cette installation, l'artiste dano-islandais Olafur Eliasson préfère s'effacer devant son œuvre et adresse au public ce seul message. L'exposition Life pose la question de ce que signifie être humain en tenant compte des organismes qui nous entourent. Nous, les humains, nous pensons toujours être exceptionnels. Nous devons faire un pas de côté et laisser la place aux non-humains. Depuis plus de 30 ans, Olafur Eliasson remet en question la façon dont nous percevons le monde et contribuons à le façonner. En 2003, son installation d'un immense soleil dans la Tate moderne de Londres lui offre une renommée internationale. Faisant rimer art avec écologie, l'artiste est particulièrement sensible à la question climatique. En 2015, en marge de la COP21 de Paris, il fait sensation en disposant 12 blocs de glace du Groenland face au Panthéon. Sentir le froid sous ses doigts et savoir que la glace est froide sont deux choses très distinctes. Je veux connecter ce que nous savons et ce que nous sommes. Il s'agit de sentir physiquement le changement climatique.
Avec l'exposition Life, Olafur Eliasson laisse la nature reprendre ses droits. Sa création appartient désormais aux visiteurs humains et non humains qui la transformeront librement jusqu'au mois de juillet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret, suivi d'une seule planète. Et puis, à 21h05, Infrarouge qui va débattre de cette folle semaine du football européen. Excellente soirée sur la RTS et à demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info. Vous informer, une priorité plus que jamais. Pour vous, l'actualité en tout temps avec la RTS Info et Play RTS.